Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bien-être du musicien. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un musicien de renom, chef d'orchestre, violoniste, qui a accepté de nous livrer quelques-uns de ses précieux conseils. Je vous laisse les découvrir. Je m'appelle Jean-François Rivet, je suis chef d'orchestre. J'enseigne à la faculté de musique de l'Université de Montréal depuis plus de 25 ans, mais je suis à la base et dans mon cœur un violoniste. Je l'ai toujours été. J'ai enseigné le violon d'innombrables années à d'innombrables élèves. J'ai joué dans l'Orchestre symphonique de Montréal et dans toutes sortes d'autres ensembles. J'ai été chambriste, soliste. J'ai fait toute une carrière de violoniste avant de changer de voix et de devenir chef. Comme chef, j'ai été chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Laval pendant 10 ans, un orchestre de chambre à Ottawa qui s'appelait 13 Strings pendant 5 ans, chef associé à l'Orchestre symphonique de Montréal pendant plusieurs années auprès de Kent Nagano. J'ai dirigé dans tous les continents. Et aujourd'hui, je suis très heureux de m'occuper de la prochaine génération de jeunes musiciens passionnés à l'Université de Montréal. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Aussi bien diriger l'orchestre que enseigner les séminaires de musique avancée au doctorat et à la maîtrise qui me permettent de partager toutes sortes de réflexions que j'ai sur la musique. Comment est-ce que vous conciliez votre vie de famille et votre vie de musicien? Alors, cette conciliation, il y a plusieurs considérations. La première, elle est temporelle, puis la deuxième, elle est spatiale. Je vais commencer par la deuxième, c'est la plus facile. Euh, c'est assez important de séparer les choses physiquement dans notre vie. J'ai vécu pendant une période où je travaillais un peu n'importe où dans la maison ou dans un appartement, euh, dans les mêmes pièces que quelqu'un d'autre qui fait d'autres choses, où tu utilises le même téléphone quand tu reçois un téléphone professionnel que quand tu reçois un téléphone de famille. Ça devient très, très dur. Et rapidement, ça fait très longtemps, je me suis fait un studio fermé, j'ai pris une autre ligne téléphonique à l'époque, quand on n'avait pas de cellulaire à ces époques-là, etc., etc. Donc, ça, c'est des détails qui ont l'air stupides, mais qui changent énormément. Alors, pour l'organisation du travail, quand tu travailles, tu travailles. Et quand c'est fini, tu es avec la famille, c'est terminé le travail. Et ça a l'air facile à dire, mais ça prend un bon bout de temps avant d'arriver à cette capacité mentale de faire la séparation. Deuxièmement, il y a une séparation temporelle. Alors, ça vient avec ce que je viens d'expliquer. Donc, il y a un temps pour faire une chose, puis un temps pour faire une autre chose, et il ne faut pas mêler les deux. Et je me rappelle l'époque des répondeurs téléphoniques. Alors, j'avais dans mon bureau un téléphone avec un répondeur. Et quand c'était le souper, ben, je n'allais pas voir c'est qui appelait. Malheureusement, on a la maladie du texto. Alors là, on veut toujours voir c'est qui nous écrit, c'est qui nous appelle, puis c'est qui nous ding-dong sur WhatsApp. Alors ça, il faut se retenir de ça. Et ça, c'est mon troisième conseil, c'est de savoir se ménager des périodes où on ne regarde pas tous nos messages tout le temps. Encore pire, ceux qui ont des notifications d'un million d'espèces de toutes les sortes de réseaux sociaux. Alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit like, on regarde c'est qui puis c'est quoi. Bon, j'ai pas cette maladie-là, tant mieux, mais je sais qu'il y en a qui l'ont et c'est très, très dérangeant parce que une des choses les plus importantes pour le bien-être mental, c'est la continuité de la pensée. Si on est capable de faire une activité, de la poursuivre et de la finir. Quand elle est finie, on fait d'autres choses. Et pendant qu'on la poursuit, c'est d'être capable d'être concentré sur cette activité-là. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre de côté le téléphone, les courriels et les messages et savoir faire une action à la fois. C'est sûr que le pianiste qui pratique son piano, s'il n'a pas son téléphone à côté, il est vraiment bien obligé, les deux mains sont pleines, il pratique. Même chose pour la flûte pour toi ou le violon pour moi. Est-ce que vous auriez des conseils pour rester en bonne forme physiquement? Au niveau physique, je pense que ça prend une bonne dose de écouter son corps. Ça veut dire que savoir s'arrêter, s'étirer, savoir prendre une marche de temps en temps, savoir faire de l'exercice au bon moment, savoir s'alimenter de la bonne façon. Euh, c'est facile à dire. Tout ça, c'est des disciplines qui s'acquièrent avec le temps. Tout ça, c'est aussi euh, différent d'une personne à l'autre. On entend toutes sortes de théories sur l'alimentation, par exemple. Il y en a qui disent qu'il faut prendre un bon déjeuner le matin. C'est le repas le plus important. J'en connais qui ne déjeunent jamais, puis ça marche quand même. Il y en a qui disent il faut manger toujours un petit peu. J'en vois qui grignotent toute la journée, puis il y en a d'autres qui prennent juste un repas par jour. Ça dépend des métabolismes. Alors, la question, c'est pas de faire ci ou de faire ça. La question, c'est d'être en phase avec son propre métabolisme. Et ça, c'est difficile des fois de le trouver quand on est jeune, mais il faut le trouver. Il y a aussi une autre considération dans l'alimentation et
bien-être physique, c'est le plaisir. Et c'est très, très important de ménager de la place pour ça dans notre vie. Donc, par exemple, savoir trouver le temps de faire la cuisine puis de se faire bien à manger, c'est très, très, très important pour la sérénité mentale qui est nécessaire pour être en bonne forme physiquement. C'est sûr que la mère de tous les problèmes, c'est la tension. Et la tension, elle est générée ou engendrée par toutes sortes de choses. Ça peut être des tensions émotionnelles qui viennent de des relations humaines. Dans ce temps-là, ce qu'on a à faire est bien plus de nature relationnelle. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être de n'importe quelle nature, mais c'est des, ça n'a rien à voir avec la musique. C'est pourtant ça qui nuit dans notre pratique. Alors, donc, il y a certaines tensions qui peuvent venir de nature émotionnelle. Il y a d'autres tensions qui peuvent venir de nature euh, de l'inquiétude face à différentes considérations qui sont hors de notre contrôle. Je pense par exemple, même le trac, c'est ça souvent. Et puis nous, les musiciens de pointe, on doit apprendre à vivre avec ça. On monte sur la scène tout régulièrement. Et puis oui, on commence tout petit. Nos premiers concerts sont souvent à l'âge de 10 ans, 8 ans, mais ça reste toute la vie, ce trac normal. Je dirais que, en gros, il faut savoir trouver la source des tensions et agir sur ces tensions-là. Mais des fois, on n'a juste pas le choix. C'est dans notre vie et on est obligé de vivre avec. Donc, dans ce temps-là, c'est plus une question d'adaptation et d'acceptation. Il y a une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a une couple de points euh, tout simples qui peuvent changer une vie au niveau du bien-être physique. Et deux de ces points-là sont deux que j'ai rabâchés à mes enfants toute leur enfance et que je me suis rabâché moi-même toute ma vie. C'est tiens-toi droite, puis respire bien. Deux choses, vraiment stupides. Mais combien de gens sont comme ça toute la journée? Il suffit d'être juste un peu comme ça qu'au bout de 12 heures, ça détruit complètement l'équilibre du squelette. Et deuxièmement, combien de gens respirent du bout des poumons ici? Alors, bien respirer, bien se tenir, penser à son corps, s'étirer souvent. Euh, Plus on est concentré, plus on est bon dans la concentration, moins on prend le temps de s'étirer parce qu'on reste concentré dans notre affaire super longtemps. Donc, c'est tous ces points mis ensemble dont certains sont de la discipline, d'autres sont du plaisir, d'autres sont des accommodations dans le temps et dans l'espace de notre travail. Comment est-ce qu'on fait pour garder une certaine confiance en soi, malgré toute la compétition et toute la critique qu'on peut trouver dans le milieu musical? Bien sûr que la compétition est extrêmement forte dans le monde des arts en général, mais je pense qu'il faut un peu s'en foutre. Il faut savoir pas trop regarder ça. Ok. Et c'est facile à dire aussi, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Euh, on est dans un monde très bizarre en ce moment. Moi, j'ai 60 ans, donc j'ai vu les deux mondes. Un monde où il n'y avait même pas d'ordinateur, sans compter de téléphone, puis encore moins d'Internet. Puis le monde qu'on connaît très bien aujourd'hui, que j'utilise à plein moi aussi. Là. Et une chose qui est une grande différence, malgré que l'être humain a toujours besoin de valorisation, celle qui est comme inhérente au mode de vie d'aujourd'hui est incroyablement futile et instantanée. On a toujours besoin que quelqu'un nous like quelque part. Il faut savoir ne pas être à l'affût tout le temps de l'opinion des autres à chaque seconde. Ça fait, c'est important une fois de temps en temps. C'est évident que si on fait un concert puis que le lendemain on se fait descendre dans le journal par le critique, ça fait mal au cœur un petit peu. Alors je pense qu'il faut avoir une tête forte. Il faut se dire, regarde, moi je suis rendu là, ça c'est le mieux que je peux faire. Demain je vais faire encore mieux. Mais il faut avoir confiance qu'on fait le mieux qu'on peut. Je pense aussi qu'il faut se bâtir une mentalité où est-ce qu'on doit être ultra critique de soi-même, mais le lendemain du concert. C'est-à-dire que pendant qu'on joue, il faut être convaincu qu'on fait le mieux, mieux, mieux possible. Puis peut-être être convaincu qu'on est très bon. C'est un peu tête en l'air, c'est un peu nez en l'air, mais c'est comme ça. Ça prend cette confiance un peu impudique. Et tout de suite, une fois que c'est fini le concert, mettons, on peut dormir dessus, mais le lendemain, ce qu'il faut faire, c'est écouter le vidéo, écouter l'enregistrement et être pas content du tout. Et là, prendre des notes. Mon prochain but, c'est d'améliorer ceci. Prochain concert, on est sûr qu'on est formidable. Et le lendemain, on recommence. Je pense que cette alternance entre avoir confiance en soi et douter de soi, temporellement, c'est peut-être la solution pour dealer avec ça. Et maintenant, j'ai une grande question. Comment est-ce qu'on gère le trac? La principale de la solution consiste dans l'identification avec la musique qu'on est en train de jouer.
Mm. L'amour de la musique qu'on est en train de jouer. L'incroyable qualité de nous mettre au présent que seule la musique peut avoir. La musique est un mantra, la musique est un yogi, la musique est une méditation d'un plus haut niveau possible, celle où est-ce qu'on ne pense plus à rien d'autre et qu'on est complètement concentré dans l'instant présent. Et si on utilise ça, l'amour de la musique, la beauté de la musique, mais surtout et en plus, la mise en situation qu'elle demande. Parce que jouer quelque chose, c'est se mettre dans une sorte de personnage, comme dans une pièce de théâtre, comme l'acteur. Je suis heureux ce matin et je joue une pièce triste. Mais pour que je la joue bien, il faut que je pense triste, même si je ne suis pas, et vice-versa. Donc, il y a une sorte de côté pièce de théâtre. Deuxièmement, dans chaque seconde, dans chaque instant de la musique, il y a un frisson de beauté tout le temps à communiquer. Et c'est ce désir de communiquer la musique qui fait qu'on est dedans, vers l'extérieur, et non en train de se regarder soi-même, ce qui donne le trac. Au sein d'une pratique instrumentale ou vocale, est-ce que vous pensez que le travail sur table a son importance? Il est non seulement important, il est capital, mais il devrait précéder le travail à l'instrument et il devrait l'accompagner tout le temps. Vous D'accord. savez la fameuse citation de Rostropovitch qui dit qu'il ne prend jamais son violoncelle tant qu'il ne connaît pas la pièce par cœur. Pour répondre à votre question, le travail hors instrument, c'est au moins 50%. D'accord. Alors, je pense que dans bien pratiquer, il y a une très grande part de visualisation. Et cette visualisation-là, elle se fait très bien assis dans un fauteuil, sans se donner de tendinite et sans se fatiguer. Alors, donc, ça accompagne beaucoup le travail. Il y a une autre partie, c'est comprendre la musique. Alors, analyser, comprendre les différentes sections, comment je vais les accrocher ensemble. Pourquoi je ferais un ritenuto ici? Oui, c'est beau, ça me tente. OK, ça c'est parfait quand on est jeune, mais à mesure qu'on évolue, on se pose la question, comment je vais communiquer cette œuvre-là? Communiquer une œuvre, c'est un peu comme faire visiter une cathédrale à quelqu'un. Je vais lui montrer d'abord, est-ce que je vais lui montrer le chœur d'abord, ou l'abside, ou bon, comment on organise la visite? Nous, l'interprète, quand on prend une œuvre qui est déjà une sorte de cathédrale, surtout quand on s'adresse à des Bach et à des Beethoven, ben, comment je la fais visiter aux gens à qui je la joue? Donc, je prépare ma visite. Là-dedans, il y a des places où je vais m'attarder plus longtemps. Surtout si je dois bien mettre ça clair, qu'on change d'une structure à une autre. Attention, on va aller voir autre chose. Par exemple, si on en arrive à la réexposition dans une forme sonate, mais ça vaut la peine de faire un, un retard, un accélérando, un crescendo, un gros accent, n'importe quoi qui va souligner qu'on vient de sortir du développement. Parce que l'auditeur moyen qui est assis dans la salle, qui a mangé son repas au restaurant, qui est en train de digérer, qui est en train de plier son programme pendant qu'on joue, non, j'exagère, mais l'auditeur moyen, il va pas voir venir la structure. Ça va lui passer devant lui comme ça. Alors que si on la souligne, il va probablement la voir mieux, puis il va être plus épanoui de son écoute. Donc, dans ce sens-là, nous, on doit réfléchir sur comment on organise notre interprétation. Ça aussi, ça se fait hors instrument. On peut l'entendre dans notre tête puis dire, ah, tiens, si je prenais cette partie-là puis je la mettais plus en relief, je vais essayer de la faire plus vite. Celle-là, je vais essayer de la faire plus lente. Là, on l'écoute dans notre tête. Ah, c'est pas beau de même. Tout ça, ça se fait sans violon, sans flûte. Et comme chef, c'est que ça que je fais. J'aimerais mettre au clair une notion qui me tient bien à cœur, moi. La musique, si on prend la plus, la plus simple théorie musicale des bonnes sœurs que j'ai apprises quand j'étais jeune, là, la première question, c'est qu'est-ce que la musique? Et la réponse, c'est la musique, c'est l'art des sons. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que je ne crois pas que la musique, c'est d'abord quelque chose qui est dans les sons et dans nos oreilles. Je crois que la musique, c'est d'abord et avant tout dans notre imaginaire musical. On entend la musique dans notre tête, dans notre cœur, dans notre imagination. Et là, ça prend un canal physique pour sortir. Ça prend notre voix, ça prend notre instrument, ça voyage dans le son physique des ondes sonores pour se transmettre à quelqu'un d'autre. Et là, ça arrive à ces tympans et ça se retransforme en imaginaire musical. Et finalement, quand je joue la musique pour vous, je l'entends dans mon imaginaire musical, je vous la transmets et vous l'entendez dans votre imaginaire musical. La musique, c'est d'abord une communication d'imagination à imagination. Avez-vous une routine bien-être avant un concert? Ma routine à moi, c'est de manger un bon repas en plein milieu de l'après-midi. De pas dîner ni souper, mais plutôt manger un entre les deux. Un bon repas vers 3 heures de l'après-midi.
pour pouvoir avoir cette espèce de affaissement du métabolisme qui suit un gros repas et remonter ensuite et être presque en état d'avoir faim quand finalement on arrive au concert. Ça donne de l'énergie et de la vitalité. Euh, Si je suis très, très fatigué, ça peut m'arriver de faire un micro power nap de 15 minutes. Moi, je ne suis pas une personne qui fait des siestes dans la vie, mais si je suis en tournée et je suis très, très fatigué, ça peut m'arriver, mais jamais plus que 15 minutes avec la sonnerie. Ça m'est arrivé aussi quand les muscles sont très fatigués, de prendre un bain bien chaud avant. Je me rappelle quand je dirigeais régulièrement à Ottawa, l'hôtel était tout à côté de l'église où on faisait les concerts de 13 Strings. Et ça m'arrivait d'être dans le bain à 8h moins quart. Puis là, je me disais, bon, il faudrait peut-être que j'y aille. À 8h moins 5, je rentrais, puis j'allais sur la scène. Alors, ça fait partie des diverses routines. Ça dépend de l'état de fatigue des muscles, du cerveau ou de l'organisme. Mais en gros, c'est surtout la gérance des calories puis de quand on mange qui est important pour moi. Merci beaucoup Jean-François d'avoir répondu à toutes ces questions. Et est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à des jeunes musiciens qui veulent faire de la musique leur profession? Un conseil que j'aurais le goût de donner, c'est celui d'en manger beaucoup. Parce que je n'ai pas parlé assez dans ce qu'on a discuté avant, c'est que pour pouvoir être totalement dans la musique, c'est quelque chose qui se pratique à mesure qu'on en écoute beaucoup, qu'on se met dans cette situation-là. On pratique la mise en situation en écoutant beaucoup de musique. Mettons, on dit, vous et moi, là, on va se pencher aujourd'hui sur la première symphonie de Beethoven. On n'a pas besoin de la jouer. On va juste s'amuser avec. Alors, da da di, da di da da, da 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 da. Comment on va faire ça, là, cette introduction du dernier mouvement? OK, on va essayer comme ça. Je vais mettre plus de silence, on va prendre du temps. On va faire Pink Panther. On va prendre le temps de lui donner on va dire, un vecteur de suspense. Bon. Puis là, plus je vais le faire, plus je vais me rendre compte que si j'étire l'élastique trop, ça devient extrêmement plate. Donc, c'est trop. OK, je vais l'essayer autrement. Je vais l'essayer rigoureux. Je vais le faire parfaitement métronomé. Quand je dis ça, c'est dans ma tête, dans mon fauteuil. Et puis là, à un moment donné, je joue avec les idées. Et pendant tout ce temps-là, je suis à 100% dans la musique. Je suis en train d'expérimenter de l'interprétation à 100% dans mon imaginaire. Et après ça, on va aller écouter. On va prendre YouTube, on va prendre Naxos, on va prendre nos disques dans notre bibliothèque, puis on va écouter 10 versions. Puis on va se rendre compte que de Klemperer, super trop lent, à Jarvi, qui a rénové les symphonies de Beethoven à jamais, il y a 1 million de possibilités de nuances puis de façons de faire les choses. On va écouter le début du dernier mouvement avec 10 chefs, un après l'autre. Ah mon Dieu, lui il fait ci, lui il fait ça. Ah, j'avais jamais pensé comme ça. À un moment donné, c'est cette espèce de comparaison entre plein d'interprètes, comparaison entre plein d'œuvres, comparaison entre plein d'œuvres du même compositeur, du même corpus, qui finalement finit par faire une espèce d'immense réseau de musique dans notre cœur et dans nos têtes. Et c'est à partir de ça qu'on trouve la nourriture, nous, pour faire de la musique. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.